Crise à tout dit, remaniement explosif, colère, menaces et trahison dans le cercle de Paul Biya. Mes chers abonnés de Kame News, quand le lézard meurt dans la maison, ce n'est jamais le chat qui accuse, c'est l'odeur qui parle d'elle-même. Et aujourd'hui, l'odeur politique qui monte d'Etoudi n'est plus une simple odeur de panique, c'est un parfum de crise nationale, un parfum si fort que même les rideaux de la présidence ont commencé à suffoquer. Parce que oui, ce qui se prépare là-bas, ce n'est pas un remaniement ordinaire. C'est un orage politique, un tremblement de terre de couloir, un match retour du destin, où les proches du chef de l'État ont décidé de montrer que la colère aussi peut porter costume-cravate. Ici à Kame News, nous vous avions prévenu, quand les vieux crocodiles du Marigot commencent à se battre, l'eau devient rouge avant que quelqu'un ne crie son nom. Les tensions sont montées, les alliances tremblent, les sourires officiels se fissurent comme un bâtiment sans fondation. Des clans entiers s'agitent, des barons fulminent, des conseillers grondent. Le palais d'Etoudi n'a jamais été aussi bruyant sans que personne ne parle. Et vous là-bas qui regardez la vidéo, laissez-moi vous poser la question. Vous pensez vraiment que ce remaniement est normal? Est-ce que vous croyez que les gens qui ont dormi 40 ans à côté du pouvoir vont accepter qu'on les pousse sur le banc de touche sans remuer ciel et terre? Ah, mes frères, ne vous trompez pas, ce qui se joue ici, c'est un morceau de l'histoire du Cameroun. Et croyez-moi, l'histoire entend crier. Alors ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un véritable labyrinthe de complots, de promesses non tenues, de coups bas en coulisses et de secrets qui n'ont jamais vu la lumière. Ici, chaque geste compte. Chaque silence dit la vérité. Chaque colère cache une stratégie. Ce n'est pas un simple remaniement, c'est un avertissement. Mais avant que je ne vous ouvre les portes de ce théâtre politique, prenez une seconde seulement, oui, une seule, pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News, et activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et bouillissant sel. Non. Chez Kame News, on vous sert l'actualité pimentée, braisée, rôtie, avec le croquant et la vérité qui fait pleurer les oignons. Maintenant que vous êtes avec nous, asseyez-vous bien. Ce qui va suivre n'a rien de banal. C'est une plongée au cœur du pouvoir, là où les secrets brûlent plus fort que le soleil de Yaoundé. Partie 1. Les coulisses en ébullition, quand le calme de la présidence se transforme en marche du peuple. À mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, accrochez vos ceintures, parce que ce qui se passe actuellement au palais d'Etoudi, ce n'est plus seulement un remaniement ministériel, Non. C'est un vrai festival de nerfs, un concours national de crise d'humeur, une olympiade de grimaces, chacun cherchant à montrer que c'est lui qui souffre le plus. Si vous voyez le palais, même le marbre transpire. D'abord, il faut comprendre, dans cette haute maison-là, l'ombre de Paul Biya n'a même pas encore bougé pour signer quoi que ce soit que déjà, les proches, fils adoptifs, neveux politiques, petits frères de couloir, bref toute la géographie humaine du pouvoir, ont commencé à trembler comme si la terre avait annoncé une démission. Parce que oui, ce fameux remaniement-là, on le murmure depuis des semaines. On l'entend dans les salons feutrés, dans les voitures teintées, même dans les églises où certains ministres prient avec une intensité jamais vue depuis le bac blanc. Vous connaissez le Cameroun, quand un remaniement approche, chacun commence à revoir sa vie comme si c'était le jour du jugement dernier. Et là mes frères, ce qui a mis l'huile sur le feu, c'est que les décisions annoncées ne plaisent pas. Les gens ont l'habitude de souffler dans l'oreille présidentielle, papa, nomme tel, excellence, ne touche pas à tel, chef, garde-moi seulement ce directeur-là. Maintenant, on leur annonce que leurs murmures n'ont pas été pris en compte. Ah! Les gens sont devenus nerveux. Certains se plaignent déjà que les murs de la présidence sont trop étroits pour contenir leur frustration. Ce qui se passe là-bas? Une vraie comédie. Vous avez un conseiller qui marche dans le couloir comme quelqu'un qui a perdu son portefeuille, un autre qui fait des appels à minuit pour vérifier une rumeur, un autre encore qui fait la tête comme un enfant qu'on a privé de bonbons. Chacun fait semblant de rester calme, mais leurs yeux les trahissent. Le remaniement n'a même pas encore eu lieu, mais les visages brillent déjà comme s'ils avaient reçu une punition d'éducation civique. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que personne ne s'entend. Un clan dit que les changements annoncés sont un sabotage. Un autre dit que c'est Dieu qui les a exaucés. Le troisième, au milieu, dit que tout le monde ment, sauf lui. Voilà la haute stratégie politique du moment, qui est fâché contre qui? Qui a parlé à qui? Qui n'a plus salué qui? On dirait telenovela mexicaine, mais version Yaoundé. Parce que, mes chers abonnés, une chose est claire, les luttes d'influence ont quitté la discrétion.
Ce n'est plus chuchoté derrière les rideaux. Les visages sont crispés, les alliances sont fragiles, les poignées de main sont tièdes comme le thé de 11 heures qu'on a oublié sur la table. Vous voyez un ministre sourire à son collègue mais en réalité il calcule déjà comment il va récupérer son bureau quand on va l'enlever. Et la tension ? Ah ! La tension est tellement palpable que même les plantes dans la cour d'étudiants ont commencé à se faner avant l'heure. Le remaniement là a réveillé des rancœurs dormantes, des jalousies qui datent des années 90, des colères qu'on croyait rangées dans les archives nationales. Et c'est là que Kame News vous dit la vérité, la vraie. Ce qui se passe, ce n'est pas une simple réorganisation. C'est un match de catch, où chacun cherche à garder sa chaise, son budget, son influence, ses réseaux, ses faveurs. Parce qu'à tout dit, perdre sa place, ce n'est pas seulement changer de bureau. C'est perdre l'électricité gratuite, les appels illimités, les couloirs où on dit bonjour avec respect, les voitures qui s'ouvrent toutes seules. Et quand les avantages menacent de tomber, mes frères. Même le plus calme devient un lion blessé. On voit déjà les clans s'agiter, les anciens disent que les jeunes veulent tout prendre, les jeunes disent que les anciens ne veulent rien laisser, les intermédiaires disent que personne ne les regarde, mais ils attendent seulement le bon moment pour bondir. Voilà comment une simple annonce de remaniement a transformé la présidence en copartie 2, les coulisses à exploser si quand les clans du pouvoir sortent leur calculatrice et Kame News vous informe, ce n'est mesdames et messieurs, préparez-vous, les vraies révélations à partie 2, là, c'est le cœur du film. Ici, on va dans les coulisses, là où les couloirs sont tellement sombres que même l'électricité de NEO a honte d'y entrer. On plonge dans le ventre du régime, là où les alliances se font en chuchotant, où les coups bas se distribuent en souriant, et où les ambitions sont tellement grandes qu'elles touchent presque le plafond du palais d'Etoudi. Parce que ce remaniement qui approche, ce n'est pas un simple décret qui sort. Oh non! C'est un examen final, un test de survie, une guerre de clans, une épreuve de musculation politique où chacun veut montrer qu'il a les muscles les plus solides même si dans la vraie vie, il tremble comme un chat mouillé. Bienvenue dans la saison 4502 du feuilleton national, les ajustements du pouvoir. 1. Le clan des toujours premiers dans le classement, ceux qui pensent que Paul Biya leur doit tout. Dans les coulisses, il y a d'abord le clan des proches historiques, les fidèles du premier jour, ceux qui disent. Nous étions là quand tout le monde doutait. Alors, si quelqu'un doit rester ministre, c'est nous d'abord. Ce clan fonctionne comme une famille élargie. Ils se connaissent. Ils se recommandent entre eux. Ils s'échangent les appels dès qu'ils apprennent qu'un décret se prépare. Pour eux, un remaniement est une menace directe contre leur héritage. Ils considèrent qu'un jeune ministre ou une nouvelle figure politique est un envahisseur venu voler le lait dans leur bol. Dans les coulisses, ils tentent de rappeler aux chefs tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont supporté. C'est le clan qui fait du lobbying par la nostalgie, chaque fois que le vent tourne. Mais ce clan est inquiet, parce que cette fois, les bruits de couloir disent que leurs recommandations ont été mises de côté. Dans leur esprit, c'est une trahison grave. Et quand un ancien fidèle se sent trahi, il devient un volcan silencieux. 2. Le clan des modernistes, ceux qui veulent bousculer l'ordre ancien qu'il a expliqué le projet avec passion, démonstration, le deuxième groupe dans les coulisses, peut-être même c'est le clan des modernistes. Ceux qui pensent que le Cameroun doit avancer, même si eux-mêmes ne savent pas encore très bien vers où. Ils arrivent avec leur discours sur la transformation digitale, la gouvernance intelligente, la connectivité nationale. Ils parlent de réforme, d'efficacité, de rajeunissement du gouvernement. Bref, ils veulent moderniser un système qui, parfois, avance à la vitesse d'un minibus Amvan quand il pleut. Eux, ce remaniement-là, ils le considèrent comme leur moment. Le moment où le vieux système devra leur laisser quelques chaises. Ils veulent montrer qu'ils ont travaillé, qu'ils méritent, qu'ils représentent l'avenir. Mais attention, les tenants de l'ordre ancien les regardent comme on regarde un serpent qui rigole, avec méfiance. Et dans les coulisses, les modernistes comprennent vite que l'ancien système ne se laisse pas bousculer sans résistance. Certains commencent à chercher des parrains cachés, d'autres négocient en coulisses, d'autres encore promettent monts et merveilles aux uns et aux autres pour avoir un soutien silencieux. Le remaniement devient alors un marché politique où chacun vient présenter son CV, même ceux qui n'ont pas encore fait leurs preuves. 3. Le clan des exclus qui veulent revenir, ceux qui traînent encore les clés de leurs anciens bureaux. Ah! Celui-là, c'est le clan le plus divertissant. Ce sont les anciens ministres, anciens DG, anciens conseillers, anciens incontournables, qui sont sortis du système il y a 2, 5 ou 10 ans, mais qui n'ont jamais accepté leur destin. Ils rôdent dans les hôtels de Yaoundé,
ils discutent dans les cafés chics, ils observent les signaux, ils analysent les mouvements. Ils attendent le moment où le chef aura besoin d'eux encore. Et dans ce remaniement, ils sentent l'odeur du retour. Ils se disent. Comme les clans internes se chamaillent, c'est nous qui allons revenir pour équilibrer. Ils recontactent d'anciens alliés, appellent discrètement quelques journalistes, multiplient les signes de loyauté. Certains redeviennent subitement très patriotiques, d'autres recommencent à parler d'unité nationale, d'autres encore multiplient des conférences de presse qu'on n'a même pas demandées. Dans les coulisses, leur agitation amuse, mais inquiète aussi. Quand un ancien appareil politique se réactive, c'est que quelque chose se prépare. 4. Le clan des influenceurs invisibles, les hommes de l'ombre qui n'ont ni titre ni fonction, mais qui dirigent tout. Ne vous trompez pas, dans les coulisses, les figures les plus puissantes ne sont pas toujours les ministres visibles. Il y a un clan particulier, dissimulé, silencieux, discret, mais redoutable. Les conseillers de l'ombre, les confidents, les émissaires et les intermédiaires qui chuchotent à l'oreille du président. On ne les voit pas à la télévision. On ne connaît pas leur nom. Mais eux, ils savent tout. Qui a menti? Qui a trahi? Qui est en train de manigancer? Qui veut remplacer qui? Ce sont eux qui recommandent. Ce sont eux qui découragent. Ce sont eux qui bloquent. Ce sont eux qui valident en silence. Pour ce remaniement, ils jouent un rôle capital. Parce qu'une seule phrase venant d'eux peut raccourcir une carrière entière. Une seule remarque, et un ministre devient subitement un ancien ministre. Mais attention, eux aussi ont leur clan, leurs intérêts, leurs ambitions cachées. Ils ne sont pas des simples, ce sont des acteurs stratégiques qui jouent leur survie comme les autres. Dans les coulisses, le jeu est serré. L'homme de l'ombre cherche toujours à rester dans l'ombre, mais à garder la main sur la lumière. 5. Le clan régional, quand la carte géographique devient carte politique. Impossible de parler de coulisses sans parler des intérêts régionaux. Parce qu'au Cameroun, la politique aime la géographie. Chaque région veut ses représentants. Chaque département veut son ministre. Chaque arrondissement veut un DG. Et dans ce remaniement, les tensions régionales sont fortes. Les représentants du Nord se demandent s'ils vont garder leur poids. Ceux du Centre veulent consolider leur influence. Le littoral veut plus de visibilité. L'Ouest ne veut pas être marginalisé. Le Sud veut maintenir son statut. Et les autres régions réclament également leur place au soleil. Dans les coulisses, c'est donc un jeu de balance. Si on nomme quelqu'un du Nord ici, il faut ajouter quelqu'un du littoral là. Ou remplacer quelqu'un de l'Ouest de l'autre côté. C'est un puzzle où chaque pièce doit entrer sans casser le dessin global. Mais comme chacun estime que sa région est la plus importante, les disputes deviennent une comédie nationale. Chacun pense que c'est lui qu'on cherche à sacrifier. Et tout le monde menace. Si notre région n'est pas respectée, on ne va plus se taire. Conclusion interne de la partie 2, avant la conclusion finale. Les coulisses du pouvoir, au Cameroun, ne sont pas un simple décor. Ce sont des arènes, des marchés de négociation, des bureaux secrets, des salles de calcul, des chambres d'espionnage, des théâtres de comédie humaine. Et dans cette danse politique, chaque clan cherche à sauver sa peau, protéger ses intérêts, renforcer ses positions, tout en affichant un sourire diplomatique devant les caméras. Ce remaniement n'est donc plus une simple liste de noms. Partie 3. Les risques pour la stabilité, petit remaniement, grand dégât dans la marmite nationale. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien. Parce que la partie 3, là, c'est le morceau où on découvre que ce remaniement qui semble simple peut créer des secousses dans la République comme si quelqu'un avait secoué la marmite de Ndolé pendant que ça bouillait. Ici, on parle stabilité, on parle conséquences, on parle risque, et surtout, on parle Cameroun, ce pays où même un petit décret peut provoquer un tremblement de terre social, émotionnel et même spirituel. 1. Le premier risque, la paralysie du système, personne ne veut signer, tout le monde attend le décret. Quand les tensions deviennent fortes autour d'un remaniement, vous savez ce qui se passe. Chacun commence à jouer la prudence. Au Cameroun, on dit souvent, le ministre qui sent le vent du remaniement ne signe plus les papiers importants. Et ce n'est pas une blague. Résultat ? Le gouvernement entre en mode tortue. Les décisions importantes dorment dans les tiroirs. Les projets sont mis en pause. Même les réunions deviennent des cérémonies silencieuses où les directeurs généraux regardent leurs chaussures pour éviter de prendre un risque. Parce que dans notre cher pays, être audacieux la veille d'un remaniement,
c'est comme traverser l'autoroute avec une poule sur l'épaule, même toi-même, tu sais que c'est risqué. La machine étatique ralentit tellement que l'économie, déjà fatiguée, commence à tousser. Les investisseurs attendent, le secteur public attend, le secteur privé attend. Le Cameroun entier attend, comme les candidats du GCE le jour des résultats. Deuxième risque, la guerre froide des clans, le sourire devant, la dague derrière. Ah. La guerre froide camerounaise. Pas celle des Américains et des Soviétiques. Non, ici, c'est plus subtil, tout le monde sourit sur la photo, mais dans le cœur, chacun cache une dague politique longue comme ça. Dans les couloirs du pouvoir, les clans ne se contentent pas d'être mécontents. Ils commencent à se surveiller. Ils espionnent les allées et venues des autres. Ils envoient des émissaires pour sonder les intentions. Ils appellent les chefs traditionnels, les notables, les réseaux régionaux, les parrains politiques, chacun veut vérifier sa sécurité politique avant que le décret tombe. Et quand un clan se sent marginalisé, il ne se contente pas de pleurer. Il plante des rumeurs. Il fait fuiter des documents. Il souffle aux oreilles des journalistes amis. Il active ses réseaux dans les ministères. Bref, ça devient une danse de serpents où chaque camp cherche la meilleure position avant d'attaquer. Conséquence, le pays vit sous un climat de méfiance et de calcul permanent. Un remaniement n'est plus un simple ménage, c'est une bataille d'influence qui peut durer des semaines. Troisième risque, la radicalisation interne. Si on nous chasse, on va montrer qu'on existe. Quand un clan se sent menacé, il peut devenir totalement imprévisible. Parfois même, les gens que vous croyez les plus loyaux au système deviennent les plus dangereux. Parce que la peur de perdre sa chaise est un carburant politique très puissant. Voici les comportements typiques dans ce genre de moment. Certains responsables commencent à faire des sorties médiatiques mystérieuses. D'autres se rapprochent discrètement de figures qu'ils combattaient hier. D'autres encore adoptent une posture d'opposition douce, juste pour signaler qu'ils peuvent devenir un problème si on les néglige. Au Cameroun, la radicalisation n'est pas nécessairement violente. C'est une radicalisation subtile. On bloque un dossier important. On boycotte une réunion stratégique. On retire son soutien à un projet présidentiel. On laisse fuiter une note interne embarrassante. On murmure aux oreilles de la population que le pays n'est plus comme avant. Et le pire, c'est que cette radicalisation interne peut contaminer la base militante du parti au pouvoir, grincement de dents, frustration régionale, murmures dans les sections, refus implicite d'obéir, divisions internes qui s'étendent comme les feux de brousse. Quatrième risque, le vide stratégique. Quand tout le monde se bat pour entrer, personne ne regarde la route devant. Quand les élites sont absorbées par les querelles internes, il y a un phénomène très dangereux qui apparaît. Le pays cesse de regarder ses vrais problèmes. On oublie l'économie qui souffre, le panier de la ménagère qui pleure, l'emploi des jeunes qui se cherchent, les infrastructures en attente, les tensions sociales, les crises régionales. Parce que tout le monde préfère se concentrer sur qui reste ministre, qui part, qui vient, et surtout, qui a parlé mal de qui dans le bureau du chef. Pendant ce temps, la nation avance comme une voiture sans chauffeur dans un virage. La route est là, mais personne ne tient le volant. Ce vide stratégique crée un sentiment d'inquiétude chez la population. Et quand le peuple commence à douter, les tensions politiques deviennent encore plus difficiles à gérer. C'est un cercle vicieux. Les élites se battent, le peuple observe, le peuple s'inquiète, la légitimité du système se fragilise, les élites se battent encore plus. Cinquième risque, l'effet boomerang. Attention, le remaniement peut réveiller ceux qui dormaient. C'est le risque le plus souvent ignoré. Un remaniement mal géré peut réveiller les opposants en sommeil, les anciens ministres frustrés, les cadres écartés depuis des années, les puissances étrangères qui observent, les partenaires économiques qui hésitent. C'est comme secouer un arbre en pensant que seules quelques feuilles vont tomber, alors que c'est tout le nid de guêpes qui descend pour te regarder droit dans les yeux. La politique, surtout au Cameroun, n'oublie jamais. Les gens qui avaient perdu espoir peuvent revenir soudainement, parce qu'un remaniement maladroit, c'est comme une porte qui s'entrouvre. Tout le monde essaie de passer avant qu'on referme. Conclusion interne de la partie 3, avant la conclusion finale. En résumé, ce remaniement, qui semble simple sur le papier, ouvre en réalité une boîte de Pandore. Paralysie administrative.
Compétition féroce des clans. Radicalisation silencieuse. Vide stratégique national. Et réveil d'anciens adversaires. Le Cameroun ressemble alors à une maison où tout le monde parle en même temps, personne n'écoute, mais chacun croit que c'est lui qui a raison. Et au milieu de tout ça, il y a une question simple, presque naïve. Qui pense encore au peuple? Partie 4. Les scénarios possibles. Quand Paul Biya devient chef d'orchestre dans un bal où tout le monde veut diriger. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans la partie la plus épicée du dossier, les scénarios qui attendent la République, parce qu'ici, le problème n'est plus seulement la liste du remaniement, c'est comment Paul Biya va jouer la partition dans un orchestre où chaque musicien veut devenir chef, où chacun souffle dans sa trompette comme s'il jouait seul, et où la moindre fausse note peut casser la chaise du voisin. Oui, parce que dans le régime, chaque remaniement ressemble à un chantier d'église, tout le monde veut participer, mais personne ne veut porter le sac de ciment, et dès que le chef a tourné le dos, les gens changent les positions des briques. Alors, regardons en profondeur les 3 scénarios qui se dessinent en version Cameroun, pays de tous les talents politiques. Scénario 1, l'arbitrage d'où le président joue le papa qui prend les enfants par la barbe. Dans ce premier scénario, Paul Biya choisit la méthode douce. Il appelle chacun au salon, il écoute les plaintes, il promet un peu à gauche, il rassure un peu à droite, et au final, tout le monde part avec un micro-sourire, mais personne n'a vraiment ce qu'il voulait. C'est le scénario du « calmez-vous, ça va aller », une stratégie que le Cameroun connaît bien. Vous savez, cette technique où le chef laisse les gens crier jusqu'à ce qu'ils se fatiguent eux-mêmes, puis il dit « Bon, vous avez fini ? Voilà ce qu'on va faire. » Avantage. On évite que les grognons deviennent des rebelles de couloir. On ne fâche pas définitivement les clans les plus nerveux. On maintient le couvercle sur la marmite, même si ça bout à l'intérieur. Mais attention, c'est aussi la stratégie qui donne l'illusion que tout va bien, alors que les gens continuent de ruminer dans leur coin, prêts à sortir un « acte 2 » à la moindre occasion. Au Cameroun, le calme apparent n'est pas la paix, c'est parfois juste un repos technique. Scénario 2, le coup de balai, quand le chef décide de nettoyer la maison avec un balai qui gratte les orteils. Voici le scénario qui fait trembler tout Yaoundé. Le grand coup de balai. Dans cette version, Paul Biya ne cherche plus à caresser les têtes. Non. Il prend un stylo, ferme la porte, coupe le téléphone et se met à faire un remaniement qui ressemble à la rentrée scolaire. On change les tables, on met les bavards au fond, on place les sérieux devant, et les perturbateurs sont mis dehors pour manque de concentration. Si ce scénario tombe, il y aura des carrières qui vont se raccourcir comme un pantalon après un lavage. Parce que dans le système camerounais, perdre un ministère n'est pas une simple mutation, c'est comme descendre de voiture en pleine pluie, tu comprends vite ta vraie valeur dans le système. Avantage de ce scénario. Le président reprend totalement la main. Il brise les baronnies qui étaient en train de devenir des royaumes privés. Il envoie un message clair, c'est moi qui pilote. Vous suivez. Inconvénients et pas les moindres. Les recalés peuvent devenir des opposants de salon, bavards, rancuniers, prêts à alimenter les rumeurs. Les clans écartés peuvent chercher à se regrouper derrière des figures alternatives. Le système devient nerveux, tendu, prêt à répliquer au moindre signe de faiblesse. Dans ce scénario, la stabilité dépend de la peur ou de la loyauté, et parfois, la peur dure plus longtemps que la loyauté. Scénario 3, la temporisation, on va voir ça demain, depuis 41 ans. Ah. Voici le scénario le plus camerounais de tous. Le scénario que les universitaires appellent temporisation stratégique, mais que le citoyen lambda appelle. Le dossier est sur la table. Depuis janvier 1984. Ici, Paul Biya décide de ne rien décider immédiatement. Il observe. Il attend. Il laisse les clans s'épuiser eux-mêmes. Il écoute leurs disputes, leurs menaces voilées, leurs messages codés dans les journaux, leurs sourires forcés lors des cérémonies. Et quand tout le monde est fatigué, il agit discrètement. Avantage. Les gens finissent par se calmer d'eux-mêmes. Les conflits internes se dégonflent comme ballons de baudruche. Le président conserve une image de sagesse, de recul, de sérénité. Mais, ce n'est pas sans danger. Parce que pendant qu'il temporise, le gouvernement devient lent, certains ministres n'osent plus signer les dossiers, les clans tentent de placer leurs pions, et tout le monde veut deviner les intentions du chef. Le pays rentre dans une ambiance de « on attend le décret », situation dans laquelle même le chat de la maison présumée présidentielle marche doucement pour ne pas provoquer un remaniement involontaire.
La temporisation camerounaise peut durer une semaine, comme elle peut durer un trimestre. Et tant que le décret ne sort pas, chacun vit dans la méfiance, tel un élève qui attend les résultats du conseil de discipline. Mais alors, que fera Paul Biya? C'est là le vrai suspense. Parce que le président doit arbitrer entre calmer les siens, affirmer son autorité, éviter une crise interne et préserver une gouvernance minimale dans un contexte économique fragile. Et au Cameroun, on connaît l'homme. Il n'agit jamais sous pression. Il agit quand il juge que le moment est mûr. Ce qui signifie que les clans qui crient plus fort risquent d'être justement ceux qui perdront le plus. Dans notre pays, trop crier attire le regard du chef, et quand le chef regarde longtemps, c'est rarement pour applaudir. Conclusion de la partie 4, sans entrer dans la conclusion finale. Ce remaniement n'est plus un simple exercice administratif. C'est devenu un test de survie, un jeu d'équilibriste, un examen de maturité pour ceux qui pensent contrôler les leviers du pouvoir. Chaque choix portera une conséquence. Et chaque conséquence peut ouvrir une brèche ou consolider un pilier. En clair, ce remaniement sera soit un médicament, soit un poison, soit un sparadrap posé sur une plaie encore ouverte. Et nous, peuple du pays, on observe seulement parce que quand les élites se battent pour les chaises, c'est toujours le peuple qui reste debout à regarder. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. En définitive, ce remaniement n'est pas seulement une affaire de nom sur une feuille, c'est une photographie des luttes de pouvoir qui traversent le régime. Soit il deviendra l'acte qui recolle les corps et remet l'ordre, soit il activera des fractures qui mettront à l'épreuve la cohésion du sommet de l'État. Et entre nous, peuple du pays, qui gagne vraiment quand les puissants se chamaillent pour les chaises? Avant de partir, dites-moi, selon vous, quel scénario est le plus probable? L'arbitrage sage, le coup de balai ou la temporisation? Écrivez votre avis en commentaire, likez si vous voulez qu'on suive ce dossier de près et abonnez-vous à Kamenews pour nos enquêtes exclusives. Même, on revient la prochaine fois avec plus de révélations. Et souvenez-vous, dans la cour du pouvoir, on rit peut-être aujourd'hui, mais demain, c'est peut-être votre voisin qui change de chaise. Merci d'avoir suivi ce reportage, restez vigilants, restez curieux.